Ils m'ont dit de manger après tout le monde, comme si c'était normal, comme si ça avait toujours été ma place. La table était déjà presque pleine quand je me suis assise. Les assiettes fumaient, l'odeur du poulet rôti se mélangeait à celle du pain chaud. Les conversations coulaient au-dessus de moi sans jamais m'attraper. Je souriais par réflexe, les mains jointes sur la nappe, attendant qu'on me regarde, qu'on me fasse signe. Personne ne l'a fait. Attends un peu, a dit ma belle-fille, sans lever les yeux. Laisse d'abord manger les autres. Elle n'a pas dit ça méchamment. C'est ce qui rendait la chose encore plus humiliante. Un ton pratique, organisé, comme on parle à quelqu'un qui dérange le rythme. Mon fils a hoché la tête. Les petits ont continué à manger. Les fourchettes ont raclé les assiettes. Personne n'a protesté. Je suis restée là, droite sur ma chaise, à regarder les portions diminuer. Les meilleurs morceaux passaient devant moi, de main en main, sans même une hésitation. Je sentais la chaleur du plat, mais pas le droit d'y toucher. On ne m'a pas demandé si j'avais faim. On a décidé pour moi. Ce n'était pas la première fois. Depuis des mois, peut-être des années, je mangeais après. Après les enfants, après les adultes, après les conversations importantes, après les décisions prises sans moi. J'étais devenue cette présence utile mais secondaire, celle qui aide, qui garde, qui nettoie, qui paie parfois, mais qui ne doit surtout pas prendre trop de place. Tu peux te servir maintenant, a lancé quelqu'un enfin, quand il ne restait plus grand-chose. J'ai baissé les yeux vers mon assiette, une cuisse froide, un peu de sauce, du riz collé. J'ai senti quelque chose se refermer en moi, pas de la tristesse, pas de la colère bruyante, quelque chose de plus précis, de plus calme. Je me suis souvenu d'autres tables, d'autres repas, de quand cette maison n'existait pas encore, de quand c'était moi qui préparais, qui servais, qui décidais, de quand on me demandait mon avis, de quand on me disait merci sans y être obligé. Je me suis souvenu de tout ce que j'avais fait pour qu'il soit là, aujourd'hui, autour de cette table qui ne m'attendait plus. J'ai levé les yeux. Mon fils parlait déjà d'autre chose. Ma belle-fille vérifiait son téléphone. Personne ne me regardait vraiment. Alors j'ai posé ma main sur le plat. En fait non, ai-je dit. Les conversations se sont arrêtées, lentement, comme quand une musique s'éteint sans prévenir. Comment ça, non a demandé ma belle-fille, surprise. J'ai tiré l'assiette vers moi, j'ai pris les couverts. Mes gestes avaient été sûrs, posés. En fait, je vais manger maintenant. Un silence épais est tombé sur la table. On m'a regardé comme si je venais de commettre une erreur de protocole, comme si j'avais brisé une règle invisible que tout le monde respectait sans jamais l'énoncer clairement. Maman, a commencé mon fils. Je l'ai coupé d'un simple regard, pas dur, juste ferme. J'ai faim, c'était vrai, mais ce n'était pas tout. Je me suis servie correctement, sans excès. J'ai mangé lentement en mâchant chaque bouchée. Personne n'a parlé pendant quelques secondes. Puis les murmures ont repris, plus bas, plus tendus. Je sentais les regards, l'incompréhension, une gêne diffuse. Ils ne savaient pas encore que ce repas était le dernier où je jouerais ce rôle-là. Ils ne savaient pas encore que manger la première était la chose la plus douce que je ferais ce soir-là. Je m'appelle Madeleine, j'ai 72 ans, et contrairement à ce qu'ils pensent, je ne suis pas confuse, ni fragile, ni dépendante. J'ai travaillé 41 ans sans interruption. D'abord comme comptable dans une petite entreprise familiale, puis comme responsable administrative dans un cabinet qui a grandi grâce à mon travail autant qu'à celui des associés. J'ai appris très tôt à compter, à prévoir, à sécuriser. L'argent n'a jamais été pour moi une fin mais un outil, un moyen de ne dépendre de personne, un moyen de dormir tranquille. Quand mon mari est mort, il y a 12 ans, j'ai tout géré seule. Les papiers, les assurances, les dettes, les placements. J'ai vendu ce qu'il fallait vendre, conservé ce qui devait l'être. Je n'ai jamais demandé d'aide à mon fils. Je ne voulais pas être un poids. Je ne voulais pas entendre un jour qu'on faisait quelque chose pour moi. Au début, tout était différent. Il m'appelait Pont souvent. On me demandait conseil. On me disait que j'étais forte, organisée, rassurante. Puis les choses ont changé doucement, sans cri, sans conflit. Juste des silences plus longs, des décisions prises avant que je sois prévenue. Des phrases comme «Ne t'inquiète pas, on s'en occupe». Je me suis laissée faire, parce que c'était plus simple, parce que je pensais que c'était le cours normal des choses. Une mère vieillit, elle se fait plus discrète. Elle aide quand on lui demande. Elle se tait quand on ne lui demande plus rien. Ils ont emménagé dans cette maison il y a 5 ans.
trop grande pour eux à l'époque, trop chère aussi. J'avais prévenu, j'avais dit que c'était risqué. On m'avait souri, on m'avait répondu que tout était sous contrôle, que les choses allaient évoluer, que je ne comprenais plus vraiment le monde d'aujourd'hui. J'ai aidé, bien sûr que j'ai aidé. Une garantie ici. Un coup de pouce là? Rien d'extraordinaire, disait-il. Rien qui méritait d'être mentionné à table. Peu à peu, ma place a changé. On ne me demandait plus de m'asseoir, on me montrait où. On ne me demandait plus ce que je voulais manger. On m'expliquait comment faire pour ne pas déranger. Je suis devenue celle qui comprend, celle qui attend, celle qui passe après. Je n'ai jamais élevé la voix, je n'ai jamais menacé. Je notais, j'observais les habitudes, les automatismes, les regards quand je parlais d'argent, les silences quand je posais certaines questions. Ce soir-là, quand on m'a dit de manger après tout le monde, quelque chose s'est aligné dans ma tête. Pas une révélation soudaine, plutôt une confirmation. J'ai compris que ce n'était pas un accident, que ce n'était pas de la maladresse, c'était devenu un système. Ils ne me voyaient non plus comme une femme qui avait une histoire, une expérience, une valeur, ils me voyaient comme une ressource silencieuse, une présence utile tant qu'elle ne prend pas trop de place, tant qu'elle attend son tour, tant qu'elle ne dérange pas. Alors j'ai mangé la première fois depuis longtemps, sans demander la permission, et pendant que je mâchais lentement, pendant que je sentais leur regard sur moi, je me suis rappelé une chose essentielle, une chose qu'ils avaient oubliée. Je n'ai peut-être plus besoin de m'imposer par la voix, mais je n'ai jamais cessé de tenir les comptes. Après ce dîner, rien n'a explosé. C'est ça le plus révélateur. Personne ne m'a crié dessus, personne ne m'a accusé d'insolence. Ils ont simplement repris leurs habitudes, avec une légère crispation dans les gestes, comme si j'avais déplacé un meuble sans prévenir, un inconfort passager, quelque chose qu'on corrige plus tard. Le lendemain matin, la maison était déjà en mouvement quand je me suis levée. Les enfants partaient à l'école. Mon fils buvait son café, debout, pressé. Ma belle-fille donnait des instructions sans me regarder. Personne n'a reparlé du dîner. Tu peux passer prendre les petits mercredis a demandé mon fils en attrapant ses clés. Ce n'était pas une question, jamais une question. C'était une évidence. Ma disponibilité faisait partie du décor, comme la table ou le frigo. D'accord, ai-je répondu. Je répondais toujours d'accord. Pas par faiblesse, par stratégie. Quand on veut comprendre un système, il faut d'abord le laisser fonctionner. Les jours suivants ont confirmé ce que je savais déjà. On me sollicitait pour les choses pratiques, les urgences, les arrangements, mais jamais pour les décisions, jamais pour les discussions importantes. Quand l'argent entrait dans la conversation, on changeait de sujet ou on me rassurait vaguement. Ne t'inquiète pas, maman, on gère. Ils géraient avec mon nom sur certains papiers, avec ma signature sur des lignes qu'ils avaient pris soin de me faire paraffer à une époque où la confiance suffisait, avec des accès que j'avais accordés pour simplifier. Je me souvenais parfaitement de chaque fois où j'avais accepté, chaque fois où j'avais pensé aider sans conséquence, chaque fois où j'avais cru que l'on ne se retournerait jamais contre moi. Je regardais ma belle-fille évoluer dans la maison, comme si elle en avait toujours été la propriétaire. Les changements de décoration, les achats inutiles, les abonnements, les projets, tout reposait sur une certitude silencieuse. Quelqu'un amortissait derrière. Ce quelqu'un, c'était moi. Mais ils avaient cessé de me voir comme une personne. J'étais devenue une fonction, une garantie, une solution par défaut. On pouvait me faire attendre pour manger, mais pas pour payer. On pouvait me parler sèchement, mais jamais m'exclure complètement. Pas encore. Je continuais d'observer les mots employés, les réflexes, la façon dont mon fils évitait mon regard quand je posais certaines questions, la manière dont ma belle-fille se permettait de décider à ma place ce qui était mieux pour moi. Tu devrais te reposer davantage, disait-elle parfois. Tu ne devrais plus t'occuper de ça, ajoutait-elle. Laisse, on va gérer à ta place. Toujours ce à ta place. Un après-midi, alors que je gardais les enfants, le plus jeune m'a demandé innocemment: Mamie, pourquoi tu manges jamais avec nous quand on est tous là? Je n'ai pas su quoi répondre tout de suite. Les enfants voient tout. Ils sentent les hiérarchies avant même de pouvoir les nommer. Parce que les grandes personnes font parfois passer les autres avant elles, ai-je fini par dire. Il a réfléchi un instant, puis a haussé les épaules. Moi, je préfère manger avec toi. Cette phrase simple a eu plus d'effet que toutes les humiliations silencieuses.
Elle m'a rappelé une chose essentielle. Ce que l'on accepte devient une leçon transmise. Ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai ouvert mon ordinateur. Pas par colère, pas par impulsion, par habitude. J'ai consulté des documents que je connaissais par cœur, des comptes, des accès, des autorisations. Tout était encore là. Ils pensaient que je m'étais effacée. Ils n'avaient pas compris que je n'avais jamais lâché le contrôle. Pas encore. La première fois que j'ai compris que quelque chose s'était déplacé, ce n'était pas autour d'une table, c'était un matin banal, presque insignifiant. J'étais assise dans la cuisine avec une tasse de café tiède, relisant un courrier de la banque. Rien d'alarmant. Une simple notification, un changement de condition. J'avais l'habitude. J'ai toujours aimé savoir exactement ce qui se passait. Ma belle-fille Emma est entrée sans frapper. Elle a jeté un coup d'œil au papier dans mes mains et a souri. Oh, ça, tu peux me le donner, je vais m'en occuper. Ces choses-là sont compliquées maintenant. Compliquées. Pour moi, je lui ai tendu la lettre sans discuter. Sur le moment, je n'ai rien ressenti, pas de colère, pas de vexation, juste une petite note mentale. Elle avait parlé comme on parle à quelqu'un qui n'est plus tout à fait capable, pas méchamment, pire que ça, naturellement. Quelques semaines plus tard, il y a eu cette réunion chez le notaire. Une formalité, m'avait-on dit, une mise à jour, rien d'urgent, rien d'important. J'étais fatiguée ce jour-là. J'ai écouté d'une oreille distraite pendant qu'on parlait de simplification, de fluidité, de confiance. Ah, c'est plus pratique comme ça pour tout le monde, avait dit mon fils. Pour tout le monde. Sauf pour moi, évidemment, j'ai signé, lentement, en lisant chaque ligne. Ils ont cru que je ne comprenais pas tout. Ils se trompaient. Je comprenais très bien. Mais je voulais voir jusqu'où ils iraient, jusqu'où ils pensaient pouvoir aller sans que je réagisse. Après cette signature, les choses ont changé plus vite. Les décisions se prenaient sans moi, les dépenses augmentaient, les phrases devenaient plus sèches. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter de ça. Laisse-nous faire. C'est mieux ainsi. Un soir, j'ai osé dire que je n'étais pas d'accord avec un achat important. Ma belle-fille a soupiré, exaspérée. Madeleine, franchement, tu ne vis plus à notre époque. Cette phrase est au resté accrochée à moi. Pas comme une insulte, comme un verdict. J'étais dépassée, obsolète, tolérée, mais plus légitime. Je n'ai rien répondu. Je n'ai jamais répondu. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. J'ai fait ce que j'ai toujours fait quand quelque chose ne tournait pas rond. J'ai vérifié, j'ai relu chaque document, chaque condition, chaque clause. J'ai noté ce qui avait changé, ce qui avait été déplacé, ce qui restait entre mes mains sans qu'ils s'en rendent compte. Ils avaient le prix des libertés, mais ils avaient aussi commis une erreur classique. Ils avaient confondu mon silence avec de l'abandon, mon âge avec de l'inattention, ma gentillesse avec une faiblesse. À partir de ce jour-là, j'ai cessé d'espérer qu'ils me respectent à nouveau. J'ai cessé d'attendre un retour en arrière. J'ai compris que la seule chose qui me restait, c'était le choix du moment. Alors j'ai continué à sourire, à aider, à attendre mon tour pour manger. Et pendant qu'il se sentait de plus en plus en sécurité, persuadé que tout était acquis, j'ai commencé à préparer quelque chose de très simple, une remise à l'ordre, silencieuse, définitive. L'argent n'était jamais évoqué directement. C'est ainsi qu'ils avaient rendu le sujet invisible. On parlait de projets, jamais de chiffres, de fatigue, jamais de dépenses, de périodes compliquées, jamais de responsabilités. Et moi, je restais là, témoin discret de mécanismes parfaitement huilés. Je savais exactement quand l'équilibre avait basculé. Ce n'était pas le jour où j'avais signé, ni celui où l'on m'avait dit que je mangeais après. C'était le moment où ils avaient dû cesser de faire semblant de me protéger et commencer à agir comme si tout leur était dû. Un prélèvement inhabituel est apparu un matin sur l'un des comptes dont je gardais encore l'accès. Rien de spectaculaire, une somme modeste mais régulière, un abonnement, puis un autre, puis des paiements fractionnés, des crédits déguisés. Rien d'illégal, rien de brutal, juste une accumulation. Je n'ai rien dit. J'ai observé les dates, les montants, les cycles. J'ai reconnu une vieille musique, celle de gens qui vivent un peu au-dessus de leurs moyens parce qu'ils sont convaincus qu'il y aura toujours quelqu'un pour absorber le choc. Ce quelqu'un, c'était moi. Ils avaient bâti leur confort sur une certitude simple. Je serai là, toujours,
silencieuse, prévisible, reconnaissante d'être encore utile. Un soir, mon fils est venu me voir avec un sourire fatigué. On a un petit souci temporaire, m'a-t-il dit. Rien de grave. Rien n'est jamais grave quand on ne paie pas soi-même. Tu sais, avec l'inflation, les enfants, la maison, on jongle un peu. J'ai hoché la tête. Il parlait comme on récite un texte appris. Je connaissais ce ton. Il venait après des heures de discussions privées où l'on avait décidé que ce serait à moi de comprendre. On va se débrouiller, a-t-il ajouté. Mais ça nous rassure de savoir que tu es là, là, pas avec eux, pas respecté, juste là. J'ai souri, je faisais toujours ça, un sourire neutre, celui qui ne promet rien, mais qui ne refuse pas non plus. Il l'interprétait comme un accord, c'était plus confortable. À partir de ce moment-là, ils ont cessé toute retenue, les achats sont devenus plus visibles, les projets plus ambitieux, les conversations plus détendues. Ils se sentaient protégés, couverts par une présence qu'ils jugeaient incapable de se retourner contre eux. Ma belle-fille parlait souvent de gestion, elle adorait ce mot. On gère mieux que la génération précédente, disait-elle, plus intelligemment. Je la regardais parler de stratégie financière sans jamais vérifier les fondations. Elle ne savait pas que je connaissais chaque pierre, chaque fissure. Je savais exactement ce qui était à mon nom, ce qui dépendait de mes garanties, ce qui ne tenait debout que parce que je n'avais jamais retiré la main. Et surtout, je savais une chose qu'ils ignoraient complètement. Tout ce qu'ils avaient de sécurisé pouvait être désactivé sans bruit. Pas de scène, pas de menaces, juste des accès fermés, des autorisations révoquées, des protections retirées. Un soir, en rangeant la cuisine après un dîner où l'on m'avait encore fait attendre, ma belle-fille a lancé en riant. Franchement, tu as de la chance. À ton âge, tu n'as plus à t'inquiéter de tout ça. À mon âge. Je n'ai pas répondu. J'ai essuyé le plan de travail lentement. Je sentais quelque chose d'étrangement calme m'envahir, comme lorsqu'on a enfin pris une décision après des mois d'hésitation. Ce n'était pas de la rancune, c'était de la lucidité. Ils n'avaient pas seulement cessé de me respecter, ils avaient cessé de vérifier qui tenait réellement la porte. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai listé, j'ai classé, j'ai préparé. Pas pour punir, pour rétablir un ordre qu'ils avaient oublié. Ils croyaient que je mangeais après par habitude. Ils n'avaient pas compris que j'attendais simplement le bon moment, et ce moment approchait. Le 6e soir est arrivé sans annonce particulière, un dîner comme les autres. C'est ainsi que les choses importantes se présentent toujours, déguisées en habitude. La table était mise plus tôt que d'habitude, trop propre, trop organisée. Ma belle-fille avait sorti la vaisselle qu'on utilisait seulement quand il y avait des invités. Pas pour moi, évidemment, mais pour l'image, pour l'idée qu'elle se faisait d'un vrai repas. On mange tous ensemble ce soir, a-t-elle dit. Ça changera. Changer, le mot m'a presque fait sourire. Les enfants se sont installés en premier. Mon fils a vérifié son téléphone en bout de table. Je me suis assise à ma place habituelle, légèrement en retrait. Personne n'a remarqué que je m'étais arrêtée une seconde avant de tirer la chaise, comme si mon corps hésitait à reprendre un rôle qu'il connaissait trop bien. Les plats ont circulé, les conversations aussi. On parlait de vacances, de projets, d'argent dépensé avec une légèreté presque insolente. Ils parlèrent fort, à l'aise, protégés par l'idée que tout continuerait comme avant. Puis, presque naturellement, la phrase est tombée. Madeleine, tu mangeras après, d'accord? On servira les enfants d'abord. Toujours ce d'accord à la fin, comme si j'avais encore le choix. J'ai levé les yeux. Ma belle-fille me regardait enfin, pas avec méchanceté, avec assurance, celle de quelqu'un qui sait que l'autre ne dira rien. Mon fils n'a rien ajouté. Il n'a même pas détourné le regard. Il savait, il laissait faire. Je me suis sentie étrangement calme. Aucun battement de cœur accéléré, aucune chaleur dans les joues, juste une clarté absolue. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé les assiettes se remplir. J'ai observé les gestes automatiques, les rires, les bouchées avalées sans réflexion. Personne ne se demandait si j'avais faim. La question n'existait même plus. Quand tous ont été servis, j'ai posé doucement mes mains sur la table. Non, ai-je dit. Un mot, un seul, suffisant pour faire vaciller l'équilibre. Comment ça, non? A répondu ma belle-fille, un peu trop vite. Je vais manger maintenant. Ma voix n'a pas tremblé. Elle n'était ni agressive ni plaintive. Elle était factuelle, comme une évidence qu'on annonce trop tard.
Madeleine, ce n'est pas ce qu'on avait dit, a commencé mon fils. Ce que vous avez dit, ai-je corrigé. Le silence est tombé, les enfants ont cessé de mâcher. Je sentais leurs regards passer de moi à leurs parents, cherchant une explication. Je me suis servie, lentement. J'ai pris le plat principal, puis les accompagnements. Pas plus que nécessaire, pas moins non plus. J'ai mangé en les regardant, un à un, pas pour provoquer, pour exister. Ma belle-fille, elle a tenté de rire. On dirait que quelqu'un est d'humeur ce soir. Je n'ai pas relevé. J'ai continué à manger. Chaque bouchée avait le goût d'une frontière franchie, pas spectaculaire, irréversible. Le repas s'est terminé dans une tension molle. Les conversations ont repris, mais plus basses, plus prudentes. Je sentais que quelque chose venait de se fissurer. Il ne savait pas encore quoi, mais il le sentait. Après le dessert, je me suis levée la première. Je vais me coucher, ai-je dit. Bonne soirée. Personne ne m'a retenue. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte. J'ai retiré mes chaussures, posé mon sac et je me suis assise sur le lit. Pas pour me reposer, pour agir. J'ai allumé mon ordinateur. Les écrans familiers se sont ouverts, les identifiants, les accès, les autorisations que j'avais conservées au cas où. Le cas venait d'arriver, je n'ai rien supprimé. Pas encore. J'ai simplement vérifié une dernière fois. Tout était prêt. Il pensait dès que ce dîner n'était qu'un moment de mauvaise humeur. Il n'avait pas compris qu'il s'agissait d'un signal. Le dernier qu'il recevrait avant que les choses changent pour de bon. La tension ne s'est pas dissipée après ce dîner. Elle s'est installée. Le lendemain, la maison était étrangement silencieuse. Pas un silence paisible, un silence d'observation. Chacun faisait semblant de vaquer à ses occupations, mais je sentais les regards furtifs, les phrases interrompues quand j'entrais dans une pièce. Ma belle-fille parlait moins. Mon fils évitait toute conversation prolongée. Les enfants, eux, ressentaient tout sans comprendre. Ils chuchotaient plus que d'habitude. Ils me regardaient comme si quelque chose avait changé, sans savoir quoi. À midi, personne ne m'a proposé de manger avec eux. Je me suis préparé quelque chose seule, calmement. J'ai mangé à la petite table de la cuisine, sans bruit, sans télévision. Ce n'était pas une punition, c'était une confirmation. L'après-midi, j'ai entendu ma belle-fille au téléphone. Elle parlait vite, à voix basse, mais certaines phrases passaient quand même. Oui, elle devient bizarre. Non, rien de grave, mais elle commence à faire des histoires. Oui, je sais, mais pour l'instant, on fait comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. C'était toujours leur stratégie préférée. Le soir, le dîner a été plus court. Moins de plats, moins de discussions, une atmosphère volontairement neutre. Ils essayaient de reprendre le contrôle en réduisant l'espace, de me remettre à ma place sans confrontation directe. Quand je me suis assise, personne n'a rien dit, pas d'ordre, pas de remarque, juste une attente silencieuse. Les assiettes se sont remplies, une par une. Tout le monde a commencé à manger. J'ai attendu, pas parce qu'on me l'imposait, parce que je voulais voir jusqu'où ils iraient sans me regarder. Ils ont mangé plusieurs minutes sans m'adresser la parole. Mon fils parlait du travail. Ma belle-fille acquiesçait distraitement. Les enfants mâchaient en silence. Mon assiette était vide, toujours vide. Puis, enfin, ma belle-fille a levé les yeux. Tu ne te sers pas? La question était presque accusatrice, comme si mon attente était devenue un problème. J'attends qu'on me le propose, ai-je répondu. Le malaise a été immédiat. Mon fils a posé sa fourchette. Madeleine, on ne va pas recommencer. Recommencer quoi? Ai-je demandé calmement. Attendre? Personne n'a répondu. Alors j'ai pris le plat. Je me suis servie, sans hâte, sans théâtralité, juste avec la certitude tranquille de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ma belle-fille a soufflé, agacée. Tu compliques les choses pour rien. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Non, je les rends clairs. Elle n'a rien répondu. Mais quelque chose s'est durci dans son regard. Une inquiétude nouvelle, une irritation mêlée à autre chose. Peut-être la peur que je ne sois plus prévisible. Après le repas, j'ai entendu des chuchotements derrière la porte du salon. Mon nom, des phrases coupées, des soupirs. On ne peut pas la laisser faire. Elle exagère. Ça va finir par poser problème. Il parlait de moi comme d'un dossier gênant, une variable instable. Ce soir-là, je me suis couchée tôt. Pas parce que j'étais fatiguée, parce que je voulais être seule avec mes pensées et avec ce que j'allais faire ensuite. Allongée dans le noir, j'ai repassé chaque étape, chaque détail.
Chaque dépendance qu'ils avaient créée sans s'en rendre compte, chaque filet de sécurité qu'ils pensaient invisible. Ils croyaient encore que le problème était mon attitude à table. Ils n'avaient pas compris que ce n'était que la surface. Ce qui les attendait ne ferait pas de bruit, mais ça ferait très mal, et cette fois, ce n'est pas moi qui mangerai après. Le déclic n'a pas été violent. Il a été silencieux, presque doux. Ce matin-là, je me suis réveillée avant tout le monde. La maison dormait encore. J'entendais la respiration régulière des enfants derrière les portes fermées, le léger ronflement lointain de mon fils. J'ai préparé un café sans allumer la lumière, par habitude. J'aimais ce moment, le seul où personne n'attendait rien de moi. Assise à la table de la cuisine, j'ai regardé mes mains. Elles tremblaient à peine. Pas de peur, de concentration. J'ai compris alors que je n'étais plus dans l'attente d'un changement. J'étais déjà passée de l'autre côté. Pendant des années, j'avais cru que le respect se réparait, qu'il suffisait d'expliquer, de patienter, de montrer l'exemple. C'était faux. Le respect, une fois remplacé par l'habitude, ne revient jamais de lui-même. Il faut le reprendre. Ou partir. Je n'avais pas l'intention de partir. J'ai ouvert mon ordinateur. Pas brusquement, pas comme un acte de rébellion, comme on ouvre un carnet de travail. Les dossiers étaient exactement là où je les avais laissés, classés, datés, chaque chose à sa place. Ma mémoire n'avait jamais été un problème. J'avais simplement choisi de ne plus l'utiliser contre eux, jusqu'à maintenant. Je n'ai rien changé tout de suite. J'ai relu, encore, pour être certaine que tout reposait bien sur ce que je savais déjà. Les lignes étaient quoi claires, les dépendances aussi, les failles surtout. Ils avaient y construit leur confort sur une idée dangereuse, que je n'oserais jamais, parce que j'étais mère, parce que j'étais grand-mère, parce que j'étais gentille. Ils n'avaient jamais compris que la gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une retenue. Et la retenue peut disparaître sans prévenir. À midi, ma belle-fille donc est entrée dans la cuisine. Elle a jeté un coup d'œil à mon écran. Tu travailles encore sur des trucs comme ça a-t-elle demandé moqueuse. Franchement, tu devrais te reposer. Je l'ai regardée, longuement. Je me repose très bien, ai-je répondu. Elle a haussé les épaules et est repartie. Elle ne voyait rien, elle ne regardait jamais vraiment. L'après-midi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je suis sortie seule, pas pour me promener, pas pour faire des courses, pour marcher sans but précis, pour sentir la ville, les gens, le monde qui continuait sans moi et pourtant à travers moi. Je me suis assise sur un banc. J'ai observé une femme plus jeune que moi, pressée, parler sèchement à sa mère au téléphone. J'ai reconnu le ton, l'impatience, la certitude d'avoir raison, et j'ai su, définitivement, que si je ne faisais rien, je deviendrais ce genre de silence au bout du fil. Quand je suis rentrée, la maison était bruyante, trop. Une dispute à propos d'un paiement en retard, un message reçu trop tard, une contrariété passagère. J'ai tout noté, mentalement. Ils n'avaient pas encore compris que leur équilibre commençait déjà à trembler. Le soir, à table, personne ne m'a dit quand manger, personne n'a proposé non plus. On faisait semblant, un jeu maladroit, comme si ignorer le problème allait le faire disparaître. J'ai mangé quand j'ai voulu, sans commentaire. Après le repas, je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé, j'ai repris mon ordinateur. Cette fois, j'ai agi, pas tout, pas encore, juste assez. Une autorisation modifiée, un accès retiré, une validation automatique désactivée, des gestes simples, presque invisibles, rien qui déclenche une alerte immédiate, juste des grains de sable. Je me suis arrêtée, j'ai respiré profondément. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une reprise de contrôle, une correction d'équilibre, un rappel. Ils croyaient que le problème venait de moi, de mon âge, de mon caractère, de mon humeur. Ils allaient bientôt comprendre que le problème venait de leur certitude. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis couchée sans cette sensation d'être en trop. Je n'avais encore rien repris, mais je n'étais déjà plus à leur merci. Le lendemain matin, la première fissure est apparue. Pas chez moi, chez eux. Je l'ai su avant même qu'on ne me le dise. Les maisons ont une manière particulière de réagir quand quelque chose déraille. Les pas deviennent plus rapides. Les portes se ferment plus fort. Les voix montent sans raison valable. Ma belle-fille était au téléphone dans le salon. Cette fois, elle ne chuchotait pas. Non, je ne comprends pas. Mais hier encore, tout fonctionnait.
Comment ça? Autorisation manquante. Je suis passée devant la porte ouverte sans m'arrêter. Elle ne m'a pas vue. Elle était trop occupée à maintenir une façade qui commençait à se fendre. Quelques minutes plus tard, mon fils est entré dans la cuisine, le visage fermé. Maman, tu n'as rien touché au compte, hein? La question était maladroite, trop directe, trop tardive aussi. Touché? Ai-je répété calmement. Oui, enfin, des réglages, des accès. Il y a un paiement qui n'est pas passé ce matin. Je me suis servi un café, lentement. J'ai pris le temps de m'asseoir avant de répondre. Je ne vois pas pourquoi j'aurais touché à quoi que ce soit, ai-je dit. Ce n'était pas un mensonge. C'était une réponse exacte à une question mal posée. Il était resté debout, hésitant. Il n'osait pas insister. Pas encore. C'est sûrement un bug, a-t-il murmuré. Ça arrive. Oui, ça arrive toujours quand on ne vérifie pas qui tient la clé. Dans l'après-midi, les incidents se sont multipliés. Une carte refusée, un virement retardé, un message automatique demandant une validation qui jusque-là se faisait sans effort. Je les observais évoluer dans cet inconfort nouveau. Leur confiance se transformait lentement en nervosité. Ils se parlaient plus sèchement. Ils vérifiaient leur téléphone toutes les 5 minutes. À table, ce soir-là, personne n'a parlé de moi, pas directement. Mais tout tournait autour de ce qui manquait. C'est étrange, disait ma belle-fille. On a toujours fait comme ça. Oui, renchérissait mon fils. Ça n'a jamais posé problème avant. Avant. J'ai mangé en silence, quand j'ai voulu, sans demander. Personne n'a osé faire de remarques. Le sujet du repas n'était plus prioritaire. D'autres urgences prenaient le dessus. Après le dîner, ma belle-fille a craqué la première. Il faut qu'on parle, Madeleine. Je l'ai regardée. Elle se tenait droite, mais ses mains trahissaient son agitation. De quoi? Ai-je demandé. De cette situation. Tu vois bien que quelque chose ne va pas. Je vois surtout que vous êtes stressée, ai-je répondu. Mon fils a soupiré. Maman, on a besoin de stabilité avec les enfants, la maison, les charges. Ce n'est pas le moment de créer des tensions inutiles. Créer des tensions. Je me suis appuyée contre le dossier de ma chaise. Vous parlez comme si j'étais à l'origine de tout ça, un silence trop long, trop révélateur. On ne dit pas ça, a fini par dire ma belle-fille. Mais tu comprends bien que, enfin, tu as changé ces derniers temps. Oui, ai-je répondu simplement. J'ai changé. Ils attendaient une justification, une excuse, une fatigue passagère à blâmer. Ils n'ont rien eu de tout ça. Tu pourrais au moins nous prévenir avant de faire des choses, a insisté mon fils. Oh, comme me prévenir quand vous décidez pour moi, ai-je demandé. Il a détourné le regard. Ce soir-là, ils ont compris une chose essentielle, même s'ils n'osaient pas encore la formuler. Je n'étais plus prévisible. Et pour des gens qui vivent sur des certitudes, c'est la pire des menaces. Dans ma chambre, j'ai repris mon ordinateur. J'ai observé les réactions en chaîne, les blocages progressifs. Rien d'irréversible. Pas encore. Juste assez pour qu'ils ressentent le vide sous leurs pieds. Je me suis arrêtée un instant. J'ai fermé les yeux. Ils m'avaient tant fait attendre pour manger pendant des mois. Ils allaient maintenant apprendre ce que ça fait d'attendre, sans savoir si quelqu'un viendra servir. Et cette fois, je ne mangerai pas la première pour provoquer. Je mangerai pendant qu'ils compteraient. Le vrai basculement n'a pas eu lieu ce jour-là. Il a commencé la nuit suivante. Je ne dormais pas encore quand j'ai entendu mon fils se lever. Ses pas allaient et venaient dans le couloir, trop rapide, trop lourd. Puis la porte du bureau s'est refermée. Une lumière est restée allumée longtemps. Il cherchait. Au matin, les visages étaient étirés, les gestes moins assurés. Ma belle-fille parlait vite, nerveusement, comme si parler empêchait la situation de s'effondrer. Les enfants ressentaient la tension et se disputaient pour des riens. Le calme artificiel s'était fissuré. On a un problème avec la banque, a fini par dire mon fils en posant sa tasse un peu trop fort. Je n'ai pas levé les yeux. Quel genre de problème? Ai-je demandé. Des validations qui ne passent plus, des plafonds qui ont changé. On a appelé, mais ils demandent pour des confirmations supplémentaires. Je hochai la tête lentement. Je connaissais chaque mot avant qu'ils ne les prononcent. Je savais exactement ce qu'ils entendaient à l'autre bout du fil. La voix neutre, les procédures, l'absence d'urgence tant que tout n'était pas régularisé. Ça va se régler, a dit ma belle-fille d'un ton sec. C'est sûrement administratif. Administratif, le mot qu'on utilise quand on n'a plus de prise directe. La journée a été longue pour eux,
Des allers-retours entre appels, mails, tentatives de connexion, je les voyais s'agiter sans jamais venir droit au but. Ils ne voulaient pas me demander, pas encore, admettre qu'ils avaient besoin de moi revenait à reconnaître que l'ordre établi n'était plus aussi naturel qu'ils le croyaient. Le soir, le dîner a été expédié. Peu de paroles, peu d'appétit. Personne ne s'est soucié de l'ordre pour manger. La question avait perdu son importance. Les priorités avaient tout changé. Après le repas, mon fils est venu frapper à ma porte. Tu as une minute, maman? J'ai attendu quelques secondes avant de répondre. Entre. Il s'est assis en face de moi, maladroitement, comme un adolescent qui ne sait pas par où commencer. On a regardé les dossiers, a-t-il dit. Et enfin, on s'est rendu compte que certaines choses passaient encore par toi. Encore. Je n'ai jamais cessé d'être là, ai-je répondu. Il a baissé les yeux. On a peut-être été un peu négligent. Le mot était faible, mais c'était le premier pas. Tu pourrais nous aider à débloquer la situation? A-t-il demandé enfin. Je l'ai regardé longtemps, pas pour le faire attendre. Pour vérifier quelque chose en moi? La colère? Non. La satisfaction? Pas vraiment. Ce que je ressentais était plus simple, une certitude tranquille. Aider, oui, ai-je dit. Reprendre comme avant? Non. Il a relevé la tête, surpris. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que les choses ont fonctionné trop longtemps sur des non-dits, des automatismes, des décisions prises sans moi mais rendues possibles par moi. Il a voulu parler. Je l'ai arrêté d'un geste. Je ne réclame pas d'excuses. Je n'en ai jamais eu besoin. Mais je ne redeviendrai pas invisible. Le silence qui a suivi était lourd, pas hostile, inconfortable. Et maintenant? A-t-il demandé. Je me suis levée, j'ai ouvert un tiroir, j'en ai sorti une chemise. Pas toute, juste une. Maintenant, ai-je dit en la posant sur la table, on va clarifier ce qui dépend de moi, ce qui dépend de vous, et ce qui ne dépendra plus jamais de personne d'autre que moi. Il a regardé la chemise comme on regarde un objet qu'on croyait inoffensif et qui vient de révéler son poids. Ce ne sera pas agréable, ai-je ajouté, mais ce sera sain. Il a hoché la tête, lentement. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas entendu leurs pas errer dans la maison. Ils étaient beau trop occupés à comprendre. Et moi, allongée dans le noir, je savais une chose avec une clarté absolue. Ils avaient beau cesser de me faire attendre. Désormais, c'était eux. La clarification n'a pas apporté le calme, elle a apporté la panique. Le lendemain, dès l'aube, la maison était en état d'alerte. Ma belle-fille parlait déjà au téléphone avant même d'avoir bu son café. Mon fils tapait nerveusement sur son clavier. Les enfants étaient envoyés plus tôt à l'école, comme si leur absence pouvait rendre la situation plus gérable. Les réponses tardaient, les validations restaient à bloquer. Chaque appel ramenait la même phrase, polie, implacable. Il manque une autorisation. Le dossier est incomplet. Nous attendons confirmation de la titulaire principale, la titulaire. Moi, je ne jubilais pas, je constatais. À midi, ma belle-fille a perdu patience. C'est ridicule, a-t-elle lâché en faisant les 100 pas dans le salon. On a toujours fonctionné comme ça ne peut pas s'arrêter d'un coup. Je me suis tournée vers elle. Justement, ai-je répondu, ça ne s'est pas arrêté d'un coup. Vous avez juste cessé de regarder comment ça fonctionnait. Elle s'est figée. Mon fils est intervenu aussitôt. Ce n'est pas le moment de régler des comptes. Ce n'est pas ce que je fais, ai-je dit calmement. Je règle des dépendances. Le mot a claqué plus fort qu'un reproche. L'après-midi a été un enchaînement de mauvaises surprises. Une échéance refusée, un prestataire qui suspendait un service, une notification automatique signalant un risque de défaut si la situation n'était pas régularisée rapidement. Ma belle-fille s'est assise, livide. On ne va pas s'en sortir comme ça. C'était la première fois que je l'entendais dire on sans assurance. Si, ai-je répondu. Mais pas comme avant. Elle m'a regardée avec une colère mêlée d'incrédulité. Tu fais ça exprès? Je n'ai pas nié. Je fais ça consciemment, ai-je corrigé. Ce n'est pas la même chose. Mon fils s'est passé la main sur le visage. Maman, on a besoin de temps. Vous avez eu des années, ai-je dit. Moi, je n'ai eu que de la patience. Le silence est retombé, lourd, étouffant. Il commençait à comprendre que ce n'était pas une crise passagère, que je n'allais pas me calmer, que je n'attendais pas qu'on me rassure. Le soir, les enfants sont rentrés. Ils ont senti immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les questions ont fusé, on a éludé, on a souri trop vite,
On a servi un dîner simple, presque frugal. Personne n'avait faim. Cette fois, personne n'a parlé de l'ordre pour manger. La table n'était plus un lieu de pouvoir, elle était devenue un champ de ruines silencieux. Après avoir couché les enfants, ma belle-fille est revenue vers moi, plus douce, trop douce. Écoute, Madeleine, on peut s'arranger, on peut discuter, on peut revenir à quelque chose de plus simple. Simple pour qui ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Vous ne voulez pas que ce soit simple, ai-je poursuivi. Vous voulez que ce soit comme avant. Et comme avant, je disparaissais. Mon fils s'est assis à côté d'elle. Dis-nous ce que tu veux. Je les ai regardés tous les deux, vraiment regardés. Pour la première fois depuis longtemps, ils attendaient, ils n'imposaient de plus. Je veux être visible, ai-je dit. Consultée, respectée. Et financièrement a demandé ma belle-fille, la voix serrée. Financièrement, ai-je répondu. Vous allez apprendre à vivre avec ce que vous contrôlez vraiment. Elle a compris. Son visage s'est durci. Tu nous mets en danger. Non, ai-je dit doucement. Je vous retire un coussin que vous n'auriez jamais dû considérer comme acquis. Cette nuit-là, ils ne sont pas venus frapper à ma porte. Ils étaient trop occupés à recalculer, à comprendre ce qui leur restait quand je ne portais plus le poids. Et moi, dans le silence retrouvé de ma chambre, j'ai senti quelque chose se détendre en moi, une tension ancienne, une fatigue accumulée. Ils avaient enfin compris que je n'étais pas un supplément. J'étais la structure, et désormais, tout allait devoir se reconstruire sans me piétiner. La confrontation n'a pas été explosive, elle n'a pas été froide, et c'est ce qui l'a rendue irréversible. Le matin suivant, il m'attendait dans le salon, pas assis côte à côte, pas unis. Mon fils était près de la fenêtre, ma belle-fille debout, les bras croisés. La maison semblait plus petite, comme si les murs s'étaient rapprochés pendant la nuit. Il faut qu'on parle sérieusement, a dit mon fils. J'ai hoché la tête et je me suis assise, lentement, sans sac, sans téléphone. Je n'avais rien à défendre, j'étais déjà en position. On a fait les comptes, a repris ma belle-fille. Et la situation est compliquée, compliquée. Encore ce mot, celui qu'on utilise quand on ne peut plus masquer. Vous avez construit quelque chose de compliqué, ai-je répondu. Je n'ai fait que simplifier. Elle a serré les mâchoires. Tu savais que ça nous mettrait en difficulté. Oui, le silence qui a suivi était dense. Mon fils m'a regardé, surpris. Tu l'as fait quand même? Oui, je n'ai rien ajouté. Je n'avais pas besoin de me justifier davantage. Pourquoi maintenant? A-t-il demandé. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas nous en parler? J'ai pris une inspiration lente. Parce qu'avant, je pensais encore que vous m'écouteriez. Et maintenant? Maintenant, je sais que vous ne comprenez que quand quelque chose vous échappe. Ma belle-fille a éclaté. Tu te venges parce qu'on t'a fait manger après? Elle a presque crié, comme si réduire tout à cette scène pouvait la rendre dérisoire. Je l'ai regardée calmement. Non, je me protège parce que vous m'avez effacée. Elle a voulu répliquer. Les mots se sont coincés dans sa gorge. Vous n'avez pas commencé par l'argent, ai-je continué. Vous avez commencé par les décisions, par les silences, par les habitudes où je n'existais plus que quand ça vous arrangeait. Mon fils a baissé la tête. On ne s'en rendait pas compte. Si, ai-je dit, vous vous en rendiez compte. Vous avez simplement décidé que ce n'était pas grave. Un battement, puis un autre. Et maintenant? A-t-il demandé enfin. C'était la première vraie question depuis longtemps. Je me suis redressée. Maintenant, il y a des règles. Le mot les a frappés de plein fouet. D'abord, ce qui est à mon nom reste à mon nom, sans accès implicite, sans automatisme. Ensuite, aucune décision qui m'implique ne se prend sans que je sois consultée. Enfin, je ne compenserai plus ce que vous refusez de regarder. Ma belle-fille l'a ricané, nerveuse. Et si on refuse, je l'ai regardée droit dans les yeux. Alors vous assumerez entièrement ce que vous avez construit sans moi? Elle a compris. Mon fils aussi. Tu es en train de changer les règles en cours de partie? A-t-il murmuré. Non, ai-je répondu. Je retire ma mise d'un jeu où je n'avais plus le droit de parler. Le silence est tombé, plus lourd que tous les précédents. Tu sais que ça va tout bouleverser, a dit mon fils. Oui, et vous aussi. Ils se sont regardés. Pour la première fois depuis longtemps, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Je le voyais, je le sentais. On a besoin de temps, a-t-il repris. Le temps, ai-je dit doucement, je vous l'ai déjà donné. Ce que je veux maintenant, c'est de l'espace. Je me suis levée. Moi, je ne vous demande pas de m'aimer plus.
Je vous demande de ne plus me réduire. Je suis sortie du salon sans me retourner. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Pas à clé. Je n'en avais plus besoin. Ils n'étaient pas en colère. Pas vraiment. Ils étaient déstabilisés. Et pour des gens qui ont toujours cru tout contrôler, c'était la plus grande perte de pouvoir possible. Ils allaient devoir apprendre à me voir ou apprendre à faire sans moi. Ils ont mis 2 jours à comprendre l'ampleur réelle de la situation. Pas 2 jours de cris ou de menaces. 2 jours de calculs, de tableaux refaits à la hâte, de conversations murmurées derrière des portes closes. 2 jours à découvrir, ligne après ligne, à quel point leur confort reposait sur des choses qu'ils n'avaient jamais vraiment regardées. Le 3e matin, mon fils est venu me voir avec un dossier à la main. On a fait le tour, a-t-il dit. De tout. Il s'est assis en face de moi sans attendre mon invitation. Ce simple geste m'a suffi pour mesurer ce qui avait changé. Il ne parlait plus comme un fils sûr de lui, il parlait comme quelqu'un qui venait d'apprendre qu'il marchait sur un sol emprunté. Beaucoup plus de choses passent donc par toi qu'on ne le pensait, a-t-il poursuivi. Je n'ai pas répondu, je le laissais parler. Les révélations ont besoin d'espace. Les garanties, les assurances, certains plafonds, même des échéances qu'on croyait totalement autonomes. Sa voix s'est brisée un instant. Sans toi, on ne tient pas 6 mois, peut-être moins. Voilà, enfin, pas un reproche, pas une accusation, une constatation nue. Ma belle-fille est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle ne souriait plus, elle ne jouait plus. Elle avait ce regard sec de ceux qui viennent d'être forcés de voir. Tu aurais pu nous le dire, a-t-elle lâché. Vous ne l'auriez pas entendu, ai-je répondu. Elle a serré les poings. Tu savais exactement ce que tu faisais. Oui, tu savais que ça nous mettrait au pied du mur. Oui aussi. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle cherchait un angle, une faille émotionnelle, quelque chose à quoi se raccrocher. Et les enfants? A-t-elle tenté? Tu y penses, aux enfants? Je les regardais sans colère. C'est précisément pour eux que je fais ça. Mon fils s'est tourné vers elle, surpris. Comment ça? Parce qu'ils apprennent en vous regardant, ai-je dit. Et ce qu'ils voient depuis des années, c'est qu'on peut utiliser quelqu'un sans jamais le considérer. Le silence s'est épaissi. Je ne serai pas le modèle d'une femme qu'on efface gentiment, ai-je ajouté, ni la leçon qu'on peut marcher sur quelqu'un tant qu'il ne crie pas. Ma belle-fille a détourné le regard. Alors quoi? A-t-elle murmuré. On fait quoi maintenant? C'était la bonne question. Enfin, j'ai pris le dossier que mon fils tenait, je l'ai ouvert, j'ai parcouru les pages, sans vraiment les lire. Je connaissais déjà tout. Maintenant, vous savez exactement ce qui dépend de moi, ai-je dit, et exactement ce qui ne dépend plus de vous. Tu pourrais tout reprendre en main, a-t-il proposé prudemment, comme avant, mais en te consultant davantage. J'ai refermé le dossier. Non, le mot est tombé sans dureté. Définitif. Je ne reprendrai rien comme avant. Avant, je disparaissais. Avant, je mangeais après. Avant, je payais en silence. Ils ont baissé les yeux. Je suis prête à aider, ai-je poursuivi, mais pas à porter, pas à compenser, pas à servir de filet quand vous refusez de regarder vos propres limites. Ma belle-fille a laissé échapper un rire nerveux. Tu nous laisses tomber. Non, ai-je dit. Je vous rends à vous-même. Mon fils s'est frotté le front. On va devoir tout revoir. Oui, réduire, renégocier, renoncer à certaines choses. Oui encore. Il a levé les yeux vers moi. Tu savais que ça ferait mal. Je savais que ça ferait vrai. Un long silence a suivi. Pas de tension cette fois. Quelque chose de plus lourd. L'acceptation. On ne t'a jamais remercié, a-t-il dit soudain. Ma belle-fille a sursauté, ce n'était pas prévu. Pour tout ce que tu as fait, a-t-il ajouté. On a pris pour acquis. Je n'ai pas souri, je n'en avais pas besoin. Je ne cherche pas des remerciements, ai-je répondu. Je cherche à ne plus être invisible. Ils ont compris enfin que ce n'était pas une négociation. C'était un état nouveau, une ligne franchie. Quand ils sont sortis du salon, ils marchaient plus lentement, comme des gens qui ont perdu une certitude mais gagné une lucidité douloureuse. Je suis restée seule. J'ai regardé la table, les chaises, l'endroit exact où l'on m'avait tant de fois demandé d'attendre. Je savais que tout n'était pas fini, que la reconstruction serait longue, inconfortable, incertaine. Mais une chose était désormais irréversible. Ils savaient. Et moi, je n'attendais plus. Ils ont commencé à changer sans me le dire.
C'est ainsi qu'on reconnaît les changements forcés. Il ne demande Bill plus la permission. Les premiers jours, tout était maladroit. Trop de prudence, trop de silence. On me demandait mon avis sur des choses insignifiantes, comme pour s'entraîner. La température du four, l'heure du dîner, des détails. Rien d'essentiel encore. Ils avançaient à tâtons, comme des enfants qui ont peur de réveiller quelqu'un qu'ils croyaient endormi. Je laissais faire. Puis sont venus les vrais renoncements. L'abonnement annulé, le projet repoussé, la voiture, pas indispensable, finalement remise à plus tard. Je les entendais en parler le soir, les voix basses, la fatigue qui s'installait. Ils découvraient ce que cela voulait dire, vivre sans filet invisible. Un soir, ma belle-fille a craqué. Pas devant moi. Dans la salle de bain, la porte entr'ouverte, des sanglots courts, retenus. Mon fils tentait de la calmer à voix basse. Je n'ai pas bougé. Chacun a droit à son deuil, même celui d'un confort bâti sur l'oubli des autres. À table, l'ambiance avait changé. Personne ne me disait plus quand manger, personne n'osait décider pour moi. Mais quelque chose de plus important avait disparu. L'arrogance tranquille. Elle avait laissé place à une forme de gêne, pas encore du respect, pas tout à fait. Une conscience. Un soir, mon petit-fils m'a regardé et a demandé: Mamie, pourquoi papa est toujours fatigué maintenant? Mon fils a relevé la tête, surpris. Ma belle-fille s'est figée. Parce que parfois, ai-je répondu doucement, les adultes doivent apprendre à faire sans aide. Comme quand tu m'as appris à faire mes lacets, a-t-il demandé. Exactement comme ça. Personne n'a parlé pendant quelques secondes. Puis mon fils a hoché la tête, lentement. Je ne jubilais pas. Je n'observais pas leurs difficultés avec satisfaction. Ce que je ressentais était plus grave, plus calme. J'avais cessé d'être impliquée émotionnellement dans leur équilibre. Je n'étais plus le pilier invisible. J'étais redevenue une personne distincte. Un matin, ma belle-fille est venue me voir seule. Je n'ai pas été correcte avec toi, a-t-elle dit sans détour. Pas d'excuses enjolivées, pas de justification. Une phrase brute. Je sais, ai-je répondu. Elle a avalé sa salive. J'ai pris des choses pour acquises. Ta présence, ton aide, ta patience. Oui, et je t'ai traité comme si tu étais là, mais pas vraiment. C'était la première fois qu'elle le formulait. Je ne te demande pas de pardonner, a-t-elle ajouté. Je voulais juste le dire. Je l'ai regardé longtemps. J'ai vu la fatigue, la peur, la perte de contrôle. Ce n'est pas une question de pardon, ai-je dit, c'est une question de place. Elle a hoché la tête. Elle commençait à comprendre. Les semaines suivantes ont été rudes pour eux. Réajustement, frustration, discussion tardive. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. Il ne me contournait plus. Il me parlait. Parfois maladroitement, parfois trop tard. Mais il me parlait. Et moi je choisissais quand répondre. Je sortais plus. Je passais du temps seule. Je retrouvais des habitudes que j'avais abandonnées sans m'en rendre compte. Personne ne me demandait où j'allais. Personne n'exigeait rien. C'était nouveau et profondément apaisant. Un soir, mon fils m'a dit: Tu sais, on ne pourra plus jamais fonctionner comme avant. Je l'ai regardé. C'est exactement le but. Il a souri faiblement. Un sourire fatigué mais honnête. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Peut-être, ai-je répondu. Mais maintenant, tu t'en rends compte? La maison n'était pas redevenue harmonieuse, elle était devenue réelle. Plus tendue parfois, moins confortable, mais plus juste. Je ne mangeais plus après. Je ne demandais plus la permission. Et surtout, je n'attendais plus que quelqu'un me voie. Ils avaient appris à faire sans moi comme béquille. Et moi j'avais appris à rester sans disparaître. Il ne restait plus qu'une chose à faire, partir ou rester. Mais cette fois, le choix m'appartenait. Je n'ai pas quitté la maison tout de suite. Je suis restée encore quelques jours, pas par hésitation, par choix. Je voulais voir si ce qui avait changé tiendrait sans moi, si le respect nouvellement acquis survivrait à la routine. Il faisait des efforts, réels. Mon fils consultait avant de décider. Ma belle-fille mesurait ses mots. Parfois trop, comme quelqu'un qui apprend une langue étrangère et craint chaque erreur. Ce n'était pas confortable, mais c'était sincère. Un matin, en préparant mon café, j'ai réalisé que personne ne m'avait demandé quoi que ce soit depuis plusieurs heures. Pas un service, pas une aide, pas une attente déguisée, juste de l'espace. C'est à ce moment-là que j'ai su. J'ai préparé une valise, une petite, pas un départ dramatique.
Quelques vêtements, mon carnet, mon ordinateur, les choses qui m'appartenaient vraiment. Quand je suis descendue, ils m'ont regardé sans comprendre. Tu pars a demandé mon fils. Oui, ai-je répondu. Ma belle-fille a pâli. Tu nous quittes? Non, ai-je dit doucement. Je me choisis. Ils n'ont pas essayé de me retenir. Et ce silence-là, contrairement aux autres, était sain. Je suis allée dans un petit appartement que j'avais gardé sans jamais en parler. Un endroit simple, lumineux. À moi, j'y ai posé mes affaires sans empressement. Pour la première fois depuis longtemps, rien ne dépendait de personne d'autre que moi. Les jours suivants, les messages ont été rares, respectueux. On me demandait comment j'allais, pas ce que je pouvais faire. Un dimanche, ils sont venus déjeuner, tous, sans attente implicite, sans ordre pour manger. On a partagé le repas comme des adultes qui se reconnaissent pour enfin, pas comme avant, mieux. Quand ils sont repartis, je me suis assise seule à table, j'ai regardé l'assiette vide devant moi, et j'ai souri. On m'avait dit de manger après tout le monde. J'ai mangé la première. Et j'ai coupé ce qui devait l'être. Pas par vengeance, par dignité. Si cette histoire t'a parlé, si elle t'a rappelé quelqu'un ou toi-même, laisse un like, abonne-toi et partage-la. Parfois, une histoire suffit pour rappeler à quelqu'un qu'il a le droit de reprendre sa place.